Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Effectivement, comme vient de le dire mon collègue, je vais vous parler d'une expérience en oncopédiatrie que j'ai eue il y a quelques années à l'hôpital Trousseau à Paris, qui accueille des enfants atteints de cancer. Ce n'est pas les parents atteints de cancer, c'est les enfants atteints de cancer. Et en préliminaire, j'ai parlé de la dimension du traumatique. La dimension du traumatique est essentielle puisque, encore actuellement, ça ne vous a pas échappé, qu'il y a eu une annonce d'un décès, on dit il est mort d'une maladie grave ou d'une maladie... Enfin, on ne prononce pas le mot de cancer. Hein. Donc c'est déjà très chargé d'une émotion et d'un affect important. Et je vais vous parler de cette dimension du trauma autour de mon expérience de ma formation de thérapie familiale, thérapeute familial et de groupaliste. Alors d'abord, la question du trauma est une question essentielle dans le champ et dans la filiation psychanalytique de compréhension de l'affaire. C'est que le traumatisme est d'abord quelque chose qui sidère la pensée. Et les premières recherches sur le groupe, notamment, et sur le traumatisme, ont été à travers la guerre de 14-18 et 39-45. Pourquoi ? Parce que les personnes qui étaient prises par une effraction, la définition du traumatisme, c'est l'effraction qui surgit dans la pensée et qui met le sujet en état d'apesanteur, c'est-à-dire en état de non-vigilance, de ne plus avoir la capacité de lier la pensée à un affect. L'affect est sidéré, l'affect est gelé, on a parlé même de gel des émotions, et je crois que, quel que soit l'axe dans lequel on prend l'oncologie pédiatrique ou les parents atteints d'un cancer, c'est toujours d'abord la question de l'émotion qui est gelée. C'est pas simplement négatif. L'émotion qui est gelée, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir permettre la survie. Et on est dans une dimension de la survie psychique. Et il ne faut pas perdre de vue cela, c'est pour ça qu'a commencé les recherches sur les groupes. Les recherches sur les groupes ont commencé par essayer de travailler auprès de sujets adultes qui étaient détraumatisés de guerre. Pichon-Rivière en Argentine a été l'un des premiers auteurs. Et ensuite, en France, Didier Anzieux avec le concept, que vous avez peut-être entendu, de moi-peau, les enveloppes psychiques. Ce sont les enveloppes psychiques qui forment la famille, ce sont les enveloppes psychiques qui forment le groupe. Parce que la famille est un micro-groupe, dans cette acception. Et donc ce micro-groupe va permettre de permettre au sujet de se développer normalement avec des phases de protection affective et des liens. Et le traumatisme est une rupture de lien. Il y a moins de liens, il y a moins de capacité d'évolution, et il y a même largement une sidération. Donc la demande et l'expérience des groupes était d'abord empirique, c'était de mettre ensemble des gens qui ne pouvaient pas parler. Qui ne pouvaient pas parler parce qu'ils avaient subi des traumatismes de guerre. Même encore maintenant, en situation de traumatisme de guerre, vous avez entendu parler du débriefing. Donc, des débriefings, c'est essayer d'être mieux auprès des personnes pour essayer de le pousser à exprimer une émotion là où ils ne peuvent pas verbaliser. C'est pas aussi simple que ça parce que la question du trauma va faire référence à d'autres recherches, peut-être dont vous avez entendu parler, de Nicolas Abraham, Maria Torok sur l'écorce et le noyau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est devenu des gens qui ont vécu l'univers concentrationnaire. Et c'est un psychanalyste dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Bettelheim, qui a le mieux parlé dans le cœur conscient de comment il avait réussi à survivre à l'univers concentrationnaire. Il a survécu non pas dans un modèle névrotique, mais dans un modèle psychotique d'être au monde. C'est-à-dire que
pour pouvoir survivre, il faut qu'une partie de soi s'auto-observe pendant que soit on est là, une autre partie est à l'extérieur. Il y a un clivage, un peu comme on repère dans les modèles de psychose. Psychose qui veut dire en grec coupure des liens et délire parfois. C'est dans ces modèles qu'a surgi la compréhension de comment arriver à... Se sont sortis avec le moindre mal des camps de concentration, si je puis dire, des gens qui avaient réussi à se cliver. Cliver, c'est pas refouler, c'est pas névrotique. Cliver, c'est quelque chose d'étanche, une partie étrangère à soi, étranger à soi-même. C'est par cette dimension d'étrangeté qu'on arrive à s'en sortir. Mais comment fait-on après pour pouvoir restaurer le lien interpsychique? C'est là la question. Donc la question de la restauration des liens inter- et intrapsychiques commence d'abord par un groupe qui est le groupe familial. Or, Nicolas Abraham et Maria Tarok sont connus pour leurs travaux sur les traumas qui se transmettent de génération en génération, avec le modèle qui s'appelle l'incorpora et l'incorporation. L'incorporation, c'est quand on arrive à mettre à l'intérieur de soi des sentiments qui soient agressifs ou ablatifs envers l'autre. L'incorpora, c'est quand c'est que l'hypothèse, c'est que il n'y a pas eu d'introjection, mais il y a un secret qui est gardé à l'intérieur de soi et qui se transmet de génération en génération. C'est pour ça qu'en Israël, ça a été le pays le plus en pointe, si on peut dire, sur ce travail, puisque ceux qui revenaient des camps ont été parents, et ils ne voulaient surtout pas parler, et d'ailleurs les personnes ne voulaient les entendre. Et ne voulant pas parler, ne pouvant pas parler, la deuxième, troisième génération de leurs enfants ont présenté des troubles qui n'avaient rien à voir avec un nursing normal, parce que ces parents-là avaient pris soin de leurs enfants, avaient essayé de leur donner le maximum d'affection, et malgré tout, il y avait des symptômes qui perduraient. Donc on s'est aperçu que cette question de la transmission du trauma n'est pas banale. Et pour mon expérience clinique à moi en oncopédiatrie, elle est essentielle. Parce que je ne suis plus maintenant, mais j'ai travaillé pendant 15 ans à l'hôpital Trousseau, donc à Paris, en oncopédiatrie, qui est un grand service. Et la question de la sidération psychique était majeure. Et la question de la sidération psychique survenait dans des familles et n'était pas toujours dans la dimension de bienveillance. Était aussi, pour certains parents, dans une dimension de malveillance vis-à-vis de l'enfant. Il y avait une dimension, surtout, ça dépend de l'annonce du diagnostic. Comment le diagnostic était fait. À l'époque, en province parfois, mais en Paris aussi, certains médecins, voulant bien faire, indiquaient aux parents qu'il fallait quand même un peu s'interroger sur eux-mêmes. Alors, c'est pas du tout généralisé, hein, mais quand ça surgit, on peut dire que ça va être quelque chose qui va clore complètement la capacité, qui va montrer beaucoup de difficultés à la capacité de relier ce qui s'est passé, puisque le corps médical va être disqualifié. Je l'ai beaucoup vu pour certaines familles venant de province, où l'envahissement de l'angoisse étant tel dans le corps médical. Quand je dis corps médical, je veux parler de tous les personnels soignants, pas simplement des médecins. Mais comme c'était des maladies rares, peut-être que ça évolue maintenant, il y avait des fois des diagnostics brutaux qui se faisaient. On leur disait, bon, ben, on ne peut rien faire, il faut monter à Paris. Et à Paris, arrivé dans un service, on leur disait, bon, maintenant, voilà, votre enfant est atteint de cancer. Pour les parents, c'était carrément une chute. Telle qu'une analyste que vous connaissez peut-être, elle s'appelle Daniel Brun, avait matérialisé en disant l'enfant donné pour mort, dans la tête de la mère. Ça, il faut bien comprendre que la dimension familiale, c'est une question de groupe. Le groupe familial, il est à l'intérieur de soi, et toute grave maladie qui a pour but ou qui n'a pas pour but d'ailleurs, qui a comme effet de sidérer la pensée,
entraîne immédiatement une rupture des liens entre le dedans et le dehors. Je ne sais pas si la question est pas facile, parce qu'il peut y avoir aussi une sidération de la pensée, avec une pensée qui s'accroche à une pensée magique. Par exemple, on va pouvoir guérir en disant que, par exemple, il s'agit simplement d'être accompagné dans la guérison. Ou alors, dans des situations d'extrême malaise, par exemple, j'ai rencontré une famille dont l'enfant devait être amputé. Il présentait un ostéosarcome. Il devait être amputé. La famille a dit, la mère notamment, lui disait, moi je ne peux pas supporter que mon enfant subisse une amputation. Je vais aller voir ailleurs, etc. Elle est allée voir quelqu'un qui était connu à l'époque dans la banlieue parisienne, oncopédiatre de chef de service, qui, elle, fonctionnait d'une manière comme un groupe fermé, comme un groupe sectaire. C'est pas très étonnant. Hein. Il y a beaucoup de risques, par exemple, de tomber dans des groupes sectaires. Pour des familles d'enfants atteints de cancer, par exemple, on leur laisse prévoir que, par exemple, là, dans les cas d'espèce, l'enfant ne serait pas amputé. Il n'a pas été amputé, il est décédé quelques mois après, naturellement, d'un envahissement de cette pathologie cancéreuse. Donc voilà, il y a donc une dimension multifactorielle à la capacité traumatique. Hein. Et la capacité traumatique n'est pas toujours dans le bon vouloir ou dans la capacité de réparation, elle est aussi dans comment arriver à prendre en charge sa propre violence interne de la part des familles, face au corps médical, face à eux-mêmes, et notamment par rapport au devenir. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet, il y a un écrivain qui s'appelle Philippe Forest, qui a reçu le prix de l'Académie française pour cet ouvrage qui s'appelle L'enfant éternel. C'est mieux que tous les langages psy que nous avons. C'est très bien écrit et ça raconte l'accompagnement de sa fille qui est morte à 8 ans à l'Institut Gustave Roussy d'une pathologie leucémique. Et l'enfant éternel, le titre de l'ouvrage, pose la question, elle-même en son essence. Comment faire le deuil? Parce qu'il y a aussi toute une propension il faut faire un travail de deuil. On parle du travail de deuil, mais le travail de deuil, c'est tuer encore une deuxième fois l'enfant qui est là et qui n'est plus. Il y a une dimension de l'absence qu'il faut pouvoir tolérer et comprendre. Donc la question des défenses traumatiques est une question éminemment complexe d'aborder pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la psyché. C'est pour ça qu'en oncopédiatrie, là où je travaillais avec une de mes collègues, Nadine Trocmé, nous avions mis à l'époque, il y a plus de 15 ans, en place, face à ces difficultés familiales de prise en charge et d'aide, un groupe fratrie. Nous avons écrit un article à ce sujet qui s'appelle « Groupe d'enfants, frères et sœurs en oncopédiatrie ». Ça a été volontairement... Nous avons pris la période de 6 ans, 12 ans, parce qu'avant c'est une période de latence et c'est très très arbitraire, et 12 ans après on rentre dans la période de préadolescence. L'adolescence, ce qu'on peut faire mais que nous n'avons pas fait. Et nous avons mis en place un groupe de recherche avec un groupe de parents-enfants, avec l'accord naturellement du chef de service, et ça s'est déroulé sur plus de 3 années. Tous les mercredis matins, mercredis après-midi, nous faisions un groupe, nous accueillions les enfants et les parents qui venaient amener leurs enfants pour le groupe. Les parents venaient leur chercher ensuite en fin d'après-midi. Et les enfants parlaient de ce qu'ils vivaient. C'était des enfants qui n'étaient pas atteints de cancer, mais qui avaient un frère ou une sœur atteint de cancer. Et ce qui nous a frappé tout de suite,
c'était les vécus de maltraitance, on peut le dire comme tel, entre guillemets, que les parents, que les enfants, dont l'un des frères et sœurs était atteint de leucémie, vivaient, parce que naturellement, quand ils étaient hospitalisés en hôpital de jour, ils avaient le droit de tout faire, et les frères et sœurs qui n'étaient pas atteints de la maladie, quand c'était des familles nombreuses, étaient prises par... l'enfant d'abord restait seul à la maison, alors que d'habitude les parents étaient là, mais là ils étaient à l'hôpital, donc les enfants restaient seuls à la maison, et ils étaient laissés à eux-mêmes, ils sentaient qu'ils étaient abandonnés, et surtout porte-douleur, porte-symptômes de la souffrance familiale. C'est-à-dire qu'ils étaient là, mais c'est eux qui subissaient les punitions quand ils faisaient quelque chose qui n'était pas autorisé par les parents, c'est eux qui étaient punis. Et là, on s'est aperçu, mais c'est pas très étonnant quand on connaît les groupes, que une autre participante, elle-même non malade, mais avec qui avait un frère atteint de leucémie, a dit à l'autre, à cette personne dont je parlais, mais lui a dit, mais pourquoi tu te laisses faire? Il faut absolument en parler à tes parents. Et tu peux pas laisser les choses aller comme ça. Il faut que la prochaine fois, tu leur as dit, c'est elle qui a poussé cet enfant à en aller parler à ses parents qui en sont restés quoi? Ils ne savaient pas quoi dire parce qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient, entre guillemets, en situation de maltraitance. Donc on voit que la mise en place en groupe permet de développer dans le groupe, par projection, la groupalité interne de soi. Et par cette projection, cette groupalité interne de soi va se diffuser comment? Par le visage, parce que pour devenir humain, il faut avoir d'abord être accepté et se reconnaître dans le visage. Et quand les maladies sont graves, on n'a même pas le visage de soi. On n'a même pas la capacité de se trouver en situation de faire des liens entre ce qu'on ressent et ce qu'on ne ressent pas par cette dimension traumatique, qui n'est pas si facile que ça à lever, qui n'est pas si facile que ça à modérer, parce qu'il y a une dimension de portance aussi à travers le trauma. C'est un peu complexe à comprendre, mais le trauma permet aussi la survie. Et c'est cette dimension pas évidente à poser entre survie, lâcher la survie, rentrer de nouveau dans une forme de vitalisation, n'est pas évidente. Surtout que pour l'enfant, les enfants, et surtout ça dépend de la vie parentale, parce qu'il ne faut pas oublier, en tout cas en oncopédiatrie, qu'il y avait plus de 30, 40%, 50% des couples qui se séparaient, et parfois de manière violente. Donc, comme on disait tout à l'heure, ma collègue en parlait, évidemment, la question de la séparation conjugale va se surexposer à la causalité directe pour l'enfant de se sentir coupable d'avoir sollicité dans sa famille ou d'avoir levé dans sa famille des liens psychiques qui n'auraient pas dû l'être, puisque c'était resté en secret les conflits familiaux. Tout ceci est un modèle, naturellement, ce sont des modèles de compréhension, mais ça atteint évidemment les enfants au plus près. Pour le groupe familial, par exemple, ce qui était tout à fait touchant, c'était la capacité de se mettre en mouvement, en revitalisation, par la dimension, par exemple, de prendre un goûter que nous avions mis en place, et le goûter étant un moment de partage, comme son nom l'indique, et aussi un moment de dégustation en commun. Donc c'était là que pouvaient s'échanger des secrets familiaux ou des non-dits familiaux qui, sinon, n'auraient pas pu se faire. Et spontanément, un des enfants du groupe a apporté, faisant de la musique, a apporté une mandoline et a fait des pauses quand il y avait la réunion le mercredi avec la mandoline. Bon, nous avons eu toute une discussion aussi dans nos milieux pour savoir s'il fallait faire un goûter ou pas de goûter. Je pense qu'il fallait en faire un, et que sur le drame de ce qui nous occupe dans le cancer, c'est la question de se sentir humain.
et donc que l'autre tolère la différence. Et ne se voit pas non plus dans la volonté absolue de savoir ce que l'autre sait par rapport à soi-même. Donc, il y a une certaine dimension agressive dans la... Mais naturellement, ce n'est pas un jugement donc je porte. C'est une constatation qui est très difficile à prendre en charge. Il y a une dimension agressive chez les parents. C'est la question de la causalité. Pourquoi c'est arrivé en oncopédiatrie? Pourquoi c'est arrivé à moi? Pourquoi ça nous est arrivé? Et c'est pas rien, parce que ça veut dire que les sujets sont pris dans un arrêt, comme j'ai parlé d'une pensée gelée, dans un arrêt du temps. La temporalité est gelée, et ça fait l'objet d'études d'ailleurs pour les parents, l'enfant est devenu l'ancêtre, parce que c'est celui qui peut mourir. Il y a comme ça un renversement de génération, c'est l'enfant qui devient parent de ses parents. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants atteints de cancer sont de parents de leurs parents, c'est-à-dire qu'ils les portent en plus qu'ils ont à apporter leur pathologie, leur souffrance. Ça, je me souviens par exemple d'une jeune fille qui avait 16 ans quand elle est venue me voir. Elle avait été diagnostiquée d'une leucémie aiguë à l'âge de 19 ans. Elle était suivie, il y avait 5 ans sans rechute. Le médecin référent lui a dit « Maintenant, mademoiselle, vous êtes guérie ». Elle n'avait jamais vu un psychologue dans le service, elle ne m'avait jamais vu. Elle a été prise brutalement de crises d'angoisse qui l'inhibaient beaucoup, et elle est venue me consulter. Et elle me dit « Vous vous rendez compte ? On m'a dit que j'étais guérie. Mais c'est comme si j'avais pas mon âge. C'est comme si on parlait de moi comme une retraitée. C'est comme si elle n'était pas possible pour elle si rapidement de travailler, de faire un travail de séparation entre ce qu'elle a été et ce qu'elle est, c'est-à-dire ce qu'elle était, c'est-à-dire une enfant potentiellement avec risque de rechute, à quelqu'un qui n'avait pas plus de risque de rechute. Mais ne pas avoir plus de risque de rechute, c'est bien beau de le dire, mais c'est pas si évident de l'être. Donc c'est tous ces mécanismes complexes auxquels je voulais vous sensibiliser, d'abord, et puis ensuite, donc je parlais de l'ouvrage de Philippe Forest, il en a écrit un autre, c'était Au bout de la nuit, comment il s'est séparé de son épouse après la mort de cette fille, ils se sont séparés, et comment il en a écrit un troisième, après il a fait d'autres romans, mais plus littéraires, enfin un troisième, comment vivre 10 ans après la mort de sa fille. Et ce sont des ouvrages qui sont parus en poche. C'est très touchant parce que il arrive à un constat pour pouvoir vivre, il faut la garder en soi vivante. Pour pouvoir continuer à vivre, il faut la garder en soi vivante. C'est une question. Comment faire pour que... C'est une question, c'est pas possible de faire le deuil, justement. Le deuil ne peut pas être fait. Parce que si le deuil est fait, c'est comme si on l'a tué une deuxième fois. Donc il faut porter cela toute sa vie, avec les risques de transmettre aussi ça s'il y a d'autres enfants. Bon, enfin, il y a énormément de situations qui sont différenciées selon les personnes, selon les familles, selon les antécédents familiaux, et même selon les générations. Parce que ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la transmission transgénérationnelle. Des enfants qui portent la souffrance traumatique de leurs parents, parce que ceux-ci ont été dans le non-dit, on n'a pas pu même être au-delà du non-dit, même être dans l'affect, être affecté. C'est comme si c'était des parents gelés. Cette question du gel des émotions est une question franchement importante en clinique psychologique. Une autre question qui est difficile d'approche, c'est la question de la causalité directe. Ça arrive qu'on dise, en voulant bien faire, si tu as eu le cancer, il faut s'interroger sur le psychisme et le cancer. Ça. La psychosomatique du cancer est quelque chose de l'ordre de la recherche. Elle n'a jamais été pour l'instant prouvée. Qui est le pou, le l'œuf, on ne saura pas pour l'instant en tout cas.
qu'on peut se dire que l'angoisse généralisée abrase les barrières de défense immunitaire, mais c'est une hypothèse qui n'a jamais été validée complètement. En tout cas, la manière de le dire, et si elle se fait sans vouloir, sous forme de culpabilisation ou de ressenti culpabilisant, ça va être quelque chose qui va être très difficile ensuite à dénouer. Par exemple, si on parle de quelqu'un, d'un enfant qui a eu le cancer en demandant à la famille de s'interroger sur éventuel dysfonctionnement de la cellule familiale, je grossis vraiment les traits en disant ça, bien entendu, ça va avoir des effets majeurs de perte de confiance. Voilà. Donc l'avenir, à mon avis, de la cancérologie en adulte ou enfant, bien qu'elle ne soit pas la même, bien entendu, c'est d'abord et avant tout la clinique des groupes. La clinique familiale et la clinique des groupes. Puisque le groupe, comme je vous disais, est parti du fait qu'on ne pouvait pas élaborer un sentiment, une affect, et on ne pouvait pas en parler comme ça. Il fallait être en groupe pour pouvoir voir dans le visage de l'autre quelque chose qui va être mis en mimétique avec le nôtre. C'est-à-dire que le visage de l'autre va être quelque chose qui va nous toucher ou pas. On va pour les premières fois, des gens mis en groupe peuvent pouvoir se dire, tiens, j'ai vécu une chose qui est similaire à toi, ou tu as vécu quelque chose qui est similaire à moi, donc nous faisons partie d'une même famille, entre guillemets, d'une même famille où vit le désarroi et la détresse. Et on va ensemble, en groupe, essayer d'arriver à en parler. Avec l'aide, naturellement, des participants du groupe, non. La dynamique du groupe, ce qui soit le groupe. Donc, c'est tellement ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon archaïque, ça vient tellement des premiers moments de la vie psychique, ça réactive tellement les premiers moments de la vie psychique, que l'on peut dire que celle-ci est mobilisée dans cette dimension de la prise en charge. Quand je dis archaïque, c'est-à-dire des premiers mouvements de la construction du sujet, des premiers mouvements de la relation mère-enfant précoce, qui passe d'ailleurs par l'accrochage du regard et par comme je disais tout à l'heure, les enveloppes psychiques. On a parlé en en yeux. Les enveloppes psychiques sont quand même quelque chose d'excessivement difficile à comprendre comme ça, mais nous sommes constitués par une enveloppe corporelle et une enveloppe psychique. Mais l'enveloppe psychique peut entraîner des dysfonctionnements de la perception de son corps. Par exemple, dans la dysmorphophobie, il peut y avoir des faillites projectives. L'enfant projette sur le visage maternel et la mère projette sur l'enfant. On a en observation mère-bébé très précoce, on parle d'accrochage maternel, accrochage du regard très précoce. Quand il se fait, il va y avoir une dimension de développement de la vie psychique familiale. Quand il ne se fait pas, pour des raisons complexes, on est de nouveau dans une dimension où le risque de trauma est prégnant, c'est-à-dire le risque de gel des émotions. Gel des émotions qui, je répète, est difficile à remobiliser puisqu'il va introduire une défense par le clivage. Je crois que ça, c'est très important dans la clinique qui nous concerne, la défense par le clivage, qui est aussi pas simplement quelque chose de négatif, qui est aussi une défense de survie. Je crois que cette dimension est essentielle. Mais peut-être ça serait bien qu'on puisse avoir des échanges, pas simplement puisque c'est quelque chose d'assez complexe dont ce que je vous expose, j'en ai bien conscience, mais je ne sais pas si c'est possible qu'on puisse discuter. Si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, le groupe permet le dégel du gel, lié à l'instinct de survie qui va proposer le clivage comme refuge, on va dire, voilà. Est-ce qu'il n'y a que le groupe qui peut faire ça, ou est-ce qu'il y a d'autres outils qui permettent justement aux personnes de pouvoir s'exprimer sur leur traumatisme ? C'est un outil premier.
il peut y en avoir d'autres, mais dans la mesure où il s'agit d'une régression, ce qu'on appelle un retour à l'infantile, la mise en communauté, en groupe, permet de faire émerger ce qui ne pourrait pas se faire émerger en d'autres situations, permet de frayer plutôt la pensée intellectuelle et travailler sur la pensée affective. Parce que les autres du groupe n'ont pas la même chose que moi, mais ont des choses similaires à moi. Et déjà dire quelque chose qui est similaire à soi, c'est déjà commencer à se l'approprier. En tout cas, on a l'expérience en tant qu'animateur de groupe de ces moments. Alors ceux qui sont dans la salle et qui ont fait ça vont peut-être le reconnaître aussi. C'est ces moments-là dont vous avez parlé où l'enfant va dire à l'autre enfant « Tiens, est-ce que moi j'en ai parlé à mon ami et ça pourrait te faire du bien d'en parler aussi ?» Souvent notre attitude d'animateur du groupe, c'est justement de laisser faire, de se taire, parce que finalement il n'y a rien de plus légitime qu'un enfant qui vit la même chose pour conseiller son semblable finalement dans la situation. Et je crois que on touche là du doigt la puissance de ce type d'animation. C'est puissant parce que ça fait partie l'homme est un être groupal. Donc les groupes d'appartenance, c'est important. Le groupe de la familiale, c'est important parce qu'il s'agit de l'affiliation. On est affilié à quelque chose. Et quand on est dans la sidération d'une annonce ou quand on est dans la sidération d'une pathologie, on est complètement fixé sur l'angoisse. Donc la question de la dilution de l'angoisse, d'essayer de diluer l'angoisse, c'est de la projeter sur un espace qui n'en est pas un, mais qui est quand même un espace psychique interne. Et chaque personne, membre faisant partie d'un groupe, projette sur les autres, mais c'est effectivement quand les animateurs laissent parler, laissent l'espace pour l'inconnu, apparaît peu à peu un cadre groupal qui va favoriser l'échange. Exactement ce que voilà. Et sur la nécessité, c'est un groupe, mais c'est pas juste mettre des gens dans une pièce. C'est-à-dire qu'il y a un cadre nécessaire qu'on apprend. C'est-à-dire qu'au départ, on nous parle, voilà, quand on y est, on découvre le cadre et on se dit ouais. Et puis en fait, en supervision, de temps en temps, on a des groupes qui ont posé problème et on se rend compte que oui, peut-être qu'on n'a pas respecté suffisamment le cadre et que on n'était pas contenant, qu'il y avait quelque chose. On a peut-être essayé d'aller trop vite, mais enfin, on apprend bien sûr. Mais cette nécessité de cadre quand même pour pouvoir après, que ça soit bénéfique malgré tout. Oui. C'est de reconstruire une enveloppe psychique qui avait été fractée. C'est peut-être le meilleur modèle à mon avis, c'est les enveloppes psychiques. On est constitué d'enveloppes. S'il y a une effraction, il y a une effraction. Par la maladie, par un attentat, on voit bien ce qui s'est passé au Bataclan. C'est presque d'un cas d'espèce. Si vous écoutez parler les gens qui ont réussi à survivre à cet événement, j'ai regardé la télévision, ils se retrouvent, des gens qui ne se connaissaient pas, ils se retrouvent pour être ensemble. Ils font eux-mêmes la démarche de faire groupe. Je suis sûr qu'il y a des remarques, des questions, des prolongations de l'échange dans la salle. Soyez pas timide. Hein. Moi, je me posais la question aussi de la temporalité. Et comment est-ce que vous avez mis en place ce cadre en oncopédiatrie? Est-ce que pour vous, il y avait des bons moments? Est-ce que c'est plutôt tout de suite après l'annonce? Ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser un temps et puis proposer ces moments de groupe dans l'après-coup, quelques semaines ou quelques mois après? Comment est-ce que vous... Je pense que c'est plutôt dans l'après-coup qu'il faut laisser quand même le temps de digérer, si on peut dire, les parties angoissantes du sujet qui sont mobilisées. Parce que je n'ai pas parlé d'un autre auteur qui s'appelle Bion, qui parlait, pour parler des groupes, il parlait des modèles digestifs. On digère, le groupe est capable de digérer les angoisses parce qu'elles sont projetées dans l'espace du groupe. Et ça permet au sujet de ne pas être pris uniquement par ce qui lui arrive, mais de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent des choses qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont
peuvent être similaires. Et qui Donc, survivent. Il faut quand même une période de latence, enfin, il me semble, avant de mettre en place un groupe, oui. Un groupe, là, je parle en copédiatrie. Vous avez aussi parlé du deuil de l'enfant, avec la proposition je ne me rappelle plus exactement le terme, mais de vivre avec comme s'il était vivant. Enfin, c'est-à-dire que la question du deuil, c'est vouloir à toi. Le garder en soi vivant. C'est croire qu'on va pouvoir faire le deuil. Je ne dis pas il faut faire le deuil, puisque c'est devenu pas monnaie courante qu'on vous dise il faut faire un travail de deuil, ce qui est quand même une caricature. Mais le deuil, c'est parfois il faut pouvoir des années durant garder en soi vivant. C'est ce que dit Philippe Forest, et je crois qu'il a raison. Par exemple, lui, en l'espace, sa fille disparue. Parce que si c'était une question de deuil, ça serait, pour lui, la tuer une deuxième fois. Donc il faut tolérer que ça puisse prendre du temps. Et donc le sens de ma question, c'était est-ce que pour nous qui animons des groupes d'enfants dont le parent est menacé dans son pronostic vital, est-ce que si la mort survient, c'est aussi une possibilité pour l'enfant de garder son parent vivant ? Ça peut être une question. Ça peut être une question. Je ne dis pas qu'il fallait répondre, c'est pas par un oui ou par non. Ça dépend beaucoup du contexte, ça dépend beaucoup de l'ambiance familiale. Les groupes, on parle des ambiances groupales. On sent bien dans un groupe, c'est non-verbal. Il suffit de rentrer dans un groupe, je ne parle pas des groupes spécifiques de prise en charge, mais quand on rentre dans un groupe, on sent si l'atmosphère. On a un collègue qui a fait une thèse de psycho sur l'atmosphère des groupes. Là, on arrive avec cette petite appréhension de se dire bon, comment ça va se passer aujourd'hui. Et puis voilà. Je sais que j'aime beaucoup débriefer pour savoir tu as eu au téléphone, l'atmosphère, on ne peut pas la définir, mais il y a quelque chose qui flotte. On sent tout de suite. Ça se sent. Ouais, ça passe par le corps. C'est ça. Voilà. Donc le groupe, c'est d'abord le corps. Dans l'espace d'attente où on va tous aller après dans le groupe, on voit déjà les choses. Ce que je voulais simplement dire avec la question du deuil, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent mettre à distance et d'autres qui ont besoin de garder. Bien sûr. On ne peut pas trouver une norme dans cette dimension. Parce que si on essaye de trouver une norme, c'est nous qui organisons nos propres défenses pour la trouver. Parce qu'on ne peut pas supporter. C'est ce modèle. Oui. Attendez juste d'avoir le micro, comme ça on va vous entendre. Voilà. Parler sans micro. Oui. Donc Françoise de Nantes, j'aurais voulu savoir, j'aurais voulu que Monsieur Basse nous explique ce qu'il entend par garder quelqu'un vivant. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Garder, j'ai pas entendu. Quelqu'un vivant. Quand quelqu'un est mort, le garder vivant. En soi. Je crois que vous voulez parler de l'absence. Ah ben je ne sais pas. Moi, non, garder la mort. En soi. Oui, garder la mort en soi, oui. Et vous avez utilisé le terme de garder en soi vivant. Oui. On explique le terme. Garder en soi le vivant. Oui. Oui, c'était l'angoisse. Elle est la question de la mort. C'est une question manifestement irreprésentable. Garder en soi le vivant, c'est garder le vivant de l'être qui a disparu ou de l'enfant qui a disparu. Philippe Forest relate ça. Quand sa fille a disparu, elle pouvait pas, elle était partie, mais il la gardait en lui, vivante. C'est des souvenirs en fait. Souvenirs, oui. Les moments heureux, les moments de tension, enfin tout, ce qui constitue l'humain. Peut-être garder l'humain en soi, c'est peut-être la meilleure réponse. Ce qui n'est pas évident, garder l'humain en soi, quand on a vécu des traumatismes. C'est mettre en garde pour de dire il ne faut pas absolument, mais ce n'est pas du tout une critique. On le fait quand on a besoin de le faire parce que soi-même on est dans une dimension d'angoisse,
vouloir à tout prix faire le deuil. Ce qui est d'ailleurs une mauvaise expression, parce que faire le deuil, ça veut dire qu'il y aura une mécanique. Ça dépend de chacun et ça dépend du contexte.